Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de ces dessins animés qui ont décidé apparemment que traumatiser les enfants c'était une forme d'art. Oubliez les couleurs flashy, les chansons débiles et les animaux qui parlent pour nous vendre des bonbons à la gélatine. Non. Là il s'agira de plonger dans un grand bain d'angoisse animée, avec des récits où les lapins se font étriper et les canards sombrent dans la dépression existentielle. Ambiance chaleureuse garantie, vous avez plus ou moins compris les bails. Là on va parler de films d'animation qui ont tous un point commun, ils ont réussi à transformer un médium supposé pour enfants en une séance de psychanalyse déguisée. Là on va parler de trucs tellement sombres que même Tim Burton dirait que faudrait peut-être lever le pied à un moment donné. Là il s'agira d'histoires où les héros crèvent, où la nature est impitoyable et où l'innocence, ce vieux concept périmé, se fait déchiqueter sous nos yeux comme un vieux doudou oublié dans une machine à laver possédée. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va déterrer ces petites perles du traumatisme animé, ceux qui vous laissent avec la bouche ouverte, les yeux vides, et cette fameuse phrase en tête, est-ce que c'est vraiment censé être pour les enfants ce que je suis en train de regarder? Alors sans plus attendre, c'est parti. Imaginez un mélange improbable entre le cadre insouciant, ou peut-être pas si insouciant que ça, de l'aquarium du monde de Nemo, la violence ultra brutale de Watership Down avec les lapins qui se massacrent pendant 1h30, et une touche de l'ambiance de la scène dérangeante du sushi, là, dans l'île aux chiens. Eh bien, si on mélange tout ça, on obtient effectivement un cocktail improbable du nom de Padak, un film d'animation sud-coréen qui est sorti en 2012 et qui s'aventure loin, très loin des territoires familiers des contes pour enfants habituels dans les films d'animation, puisque dès les premières minutes, le ton est donné, ceci n'est pas un film pour les enfants, malgré le fait que l'affiche du film pourrait suggérer une aventure légère et charmante, avec effectivement une petite référence à Nemo, puisque l'on voit des poissons clowns un peu de ci de là, mais bon, vous l'aurez compris, Padak révèle rapidement un monde cruel où la survie et le désespoir règnent en maître, avec des scènes ultra violentes et ultra brutales, de meurtres de poissons, de cruauté animale explicite et une atmosphère de claustrophobie oppressante avec les aquariums et tout ça. On va le dire, ce film nous impose un avertissement dès le départ. Si vous êtes des âmes sensibles, passez votre chemin et faites-le vite. Mais pour les autres, préparez-vous à plonger dans une œuvre aussi fascinante que déchirante. Bon, déjà, le film s'ouvre sur un marché aux poissons en Corée. Un lieu grouillant de vie et surtout de chaos, puisque tout cela nous est présenté à travers les yeux d'un maquereau solitaire, fraîchement capturé de l'océan où il a vécu jusque-là. La perspective unique adoptée par la caméra, une sorte de lentille œil de poisson entre guillemets, nous plonge immédiatement dans l'univers confus et oppressant de ces créatures marines arrachées à leur habitat naturel. La bande-son, une partition sombre et inquiétante au piano, accentue l'impression d'un cauchemar inévitable, et à travers une série de plans, on va le dire, assez saisissants, le film illustre comment la vie d'un poisson peut se résumer en fait à une simple transaction de quelques billets, des mains de pêcheurs indifférents aux autres mains cupide de restaurateurs, puisque, vous l'aurez compris, le maquereau en question est vendu à un restaurant spécialisé dans le service de poissons crus et vivants. Et si ce concept peut sembler abstrait pour nous, petits Européens et petits Français que nous sommes, Padak ne ménage aucun effort pour en exposer l'horreur d'un style de restauration qui est monnaie courante en Asie et tout particulièrement en Corée du Sud. Et dans une scène particulièrement marquante, un poisson est préparé vivant sous nos yeux, sa chair découpée sous les yeux des clients, tandis que son visage exprime une agonie des plus glaçantes. Il n'y a aucun son artificiel, aucune musique dramatique pour atténuer l'impact, seulement le bruit brut des couteaux et du poisson qui lutte désespérément pour sa vie. Cette séquence filmée en un seul plan, donc un plan séquence, illustre avec une cruauté implacable la déshumanisation, ou plutôt la dépoissonnisation en l'occurrence, inhérente à ce système de restauration. Et en réalité, Padak, c'est un peu la prison des désespérés. Et donc, après avoir échappé temporairement à son destin sur l'étal, le maquereau est transféré dans un aquarium spacieux où il rencontre une galerie de personnages marqués par le désespoir. Et parmi eux, on retrouve le maître, un vieux poisson plat qui a survécu plus longtemps que les autres en se cachant sous un grill au fond du bassin, et il est perçu un peu comme un guide spirituel, mais sa philosophie est très fataliste, puisqu'elle impose l'idée que l'évasion est impossible et qu'en réalité, ils vont tous crever de toute façon. À côté de ça, il y a Brin, un poisson-scorpion agressif et prêt à tout pour asseoir sa position au sein de cette micro-société, et il y a Spotty, un jeune poisson naïf qui rêve encore de liberté et qui s'accroche à l'espoir véhiculé par le nouveau venu. Et donc vous l'aurez compris, cette petite poignée de poissons
entre le vieux bar somnolent, l'espèce de poisson femelle un peu vivace et une espèce de murène pas très sympathique. Tout cela apporte une petite touche d'humanité, ou plutôt de poissonnalité, encore une fois, à ce tableau. Et clairement, on peut reconnaître une grosse référence au monde de Nemo, avec les séquences dans l'aquarium avec Nemo et tout ça. Chaque poisson illustre une facette différente de la survie en captivité. Il y a des poissons qui sont résignés, certains qui sont agressifs, et les autres qui sont naïfs et qui nourrissent des espoirs peut-être irréaliste de s'en sortir. Cette dynamique complexe donne une profondeur inattendue à ce qui aurait pu être en fait un simple cadre symbolique pour un petit film d'animation et à l'intention des bambins. Et le maquereau, que l'on baptisera Paddock, incarne un vent de rébellion. Cette micro-société sans aucune illusion. À part Spotty qui a encore des espoirs, mais à part lui, tous les autres poissons pensent qu'ils vont certainement crever, et d'une certaine manière, ils ont pas tort. Contrairement aux autres, Paddock, qui est donc un maquereau femelle, n'accepte pas l'idée que la captivité soit une fatalité. Paddock raconte des histoires de l'océan d'où elle vient, nourrissant les rêves des poissons tels que Spotty, tout en remettant en question l'autorité du maître et son discours fataliste. Il faut savoir que Paddock, contrairement à la plupart des autres poissons, tous les autres poissons sauf le maître viennent d'aquariums et d'élevage de poissons coréens. Les deux seuls personnages qui connaissent un peu le goût du grand large, eh bien c'est Paddock et le maître. Et cet esprit rebelle de Paddock n'est pas sans conséquence, puisqu'elle se heurte rapidement à la cruauté de ses compagnons, qui bien que prisonniers eux-mêmes, ne se montrent pas pour autant compatissants. Et une scène particulièrement marquante illustre cette brutalité, les poissons affamés dévorent sans scrupule l'un de leurs semblables qui vient de crever. L'ironie tragique de la situation est dévastatrice, ces créatures si proches de partager un destin commun, eh bien, finissent par s'entretuer et deviennent leurs propres prédateurs. Et lorsque Paddock tente une première évasion, elle échoue. Mais sa détermination reste quand même intacte. Son échec sème toutefois le chaos dans l'aquarium, opposant ceux qui osent encore espérer, comme Spotty, à ceux qui préfèrent encore s'accrocher à l'ordre établi, représenté par le maître. Et la tension monte et le bassin devient un champ de bataille métaphorique entre l'espoir et la résignation. Et alors que le film s'oriente vers son troisième acte, Paddock intensifie son propos, et quand je dis Paddock, là je parle pas de la femelle maquereau, mais bien du film, il accentue son propos, sa brutalité, et il abandonne résolument toute illusion de réconfort pour plonger pleinement dans l'absurde cruauté de son univers. Et ce qui commence comme une quête désespérée pour la liberté, se transforme rapidement en une méditation sur la survie, le sacrifice, et bon, bah, sur la cruauté également, de ce système de restauration, hein, du fait effectivement de manger les poissons vivants. Bon, après un énième échec de Paddock et un accident où elle faillit presque se faire tuer par une espèce de statue avec une épée qui se détache, les autres poissons la croient morte. Spotty, le poisson le plus jeune et naïf, décide de poursuivre son rêve de liberté en sautant dans le bassin des crabes afin de tenter de les rallier à leur cause. Le problème, c'est que c'est plutôt une mauvaise idée, puisque au moment où Spotty assume enfin un rôle actif dans sa lutte pour la survie, en fait le problème c'est que les crabes tuent Spotty sans hésitation, brisant définitivement l'illusion qu'il existait un espoir collectif de s'en sortir en fait. Cette scène est d'autant plus déchirante que Spotty avait été un peu, montré comme le personnage le plus pur et optimiste du film. Sa mort, elle par contre, elle est ni optimiste ni pure, elle est brutale et sans cérémonie. Elle incarne la réalité implacable de ce film et de cet environnement. Même ceux qui rêvent de liberté ne sont pas à l'abri d'une fin tragique. Paddock, finalement, est encore une fois ramenée dans l'aquarium principal, et elle ignore les véritables circonstances de la mort de Spotty. Elle voit le cadavre de Spotty qui s'est fait complètement déchirer par les cadavres, et elle blâme directement le maître, le vieux poisson plat, pour sa perte. Sa colère monte et débouche évidemment sur une confrontation violente entre Paddock et le maître, mais cette explosion d'émotions et cette explosion de violence a des conséquences fatales puisque le maître n'a pas le temps de se cacher sous la grille et il est donc choisi par les clients pour leur prochain repas. Et la scène de la préparation du maître est l'une des plus intenses et visuellement saisissantes du film. À travers les yeux du maître, nous voyons les horreurs de la cuisine, les poissons vivants se débattant dans des casseroles bouillonnantes, des éclats de chair de poisson éparpillés un peu partout, et les clients insouciants qui savourent ce spectacle morbide. Et dans un détail poignant, une goutte d'eau coule sur son visage au maître, symbolisant une larme silencieuse face à la tragédie de son existence. Mais contre toute attente, les clients changent d'avis au dernier moment et le maître est renvoyé, vivant et indemne, dans l'aquarium. Cependant, cette rémission soudaine n'apporte aucun soulagement, car les clients choisissent finalement de manger du maquereau. Et là, je pense que vous le voyez arriver, Paddock sera leur prochaine victime, et cette fois, il n'y a pas de miracle,
Il n'y a pas de suspense, Padak est tué sans aucune cérémonie, sans aucun embâge, sa mort est aussi abrupte que choquante, on n'a même pas le temps de respirer que Padak est déjà servi dans l'assiette des clients, et contrairement au maître, elle n'a même pas le luxe d'un moment de suspense ou d'une réflexion intérieure, elle est simplement servie sur un plateau, encore vivante, tandis que les clients se moquent d'elle en lui fourrant une cigarette dans la bouche. Cette mort brutale et inattendue illustre l'essence tragique du film. Même le personnage principal, Padak, celle qui portait l'espoir d'un retour à la mer, n'est pas épargnée. Et donc, forcément, là, on est laissé dans un état de choc, réalisant que Padak, ce n'est pas une histoire de triomphe, mais c'est plutôt une parabole cruelle, sur la futilité de la rébellion dans un système oppressif. Mais ce n'est pas fini, puisque contre toute attente, attention plot twist, après la mort de Padak et de Spotty, et alors qu'il semble que tout espoir ait disparu de l'aquarium, eh bien le maître, qui pourtant était le personnage le plus cynique et le plus nihiliste, et le plus dénué d'espoir depuis le début du film, eh bien décide de s'inspirer du sacrifice de Padak, et d'enfin tenter sa propre évasion pour la première fois de sa vie. Ce moment, bien que tardif, marque une rupture dans le personnage du maître. Après des années de résignation, il choisit l'action, et la scène de son évasion est tendue, et même en fait haletante. Et alors qu'il se débat pour atteindre l'océan, le chef du restaurant tente de l'attraper, mais grâce à un fragment de statue que Padak avait utilisé plus tôt, il parvient à repousser son agresseur et atteint enfin la mer. Ce triomphe est toutefois teinté d'amertume, alors que le maître plonge dans l'eau libre pour la première fois depuis des années, nous avons droit à un dernier regard sur les poissons restant dans l'aquarium, condamnés à mourir un par un. Cette juxtaposition entre la liberté du maître et le sort des autres rappelle que l'évasion individuelle ne suffit pas à briser le cycle de cruauté systémique. Et vous l'aurez compris, là il s'agit d'une allégorie tragique. Le dernier acte de Padak transforme ce qui semblait peut-être être un conte d'espoir en une tragédie nihiliste, et à travers les morts de Padak et de Spotty, le film montre que même les rêves les plus nobles peuvent être écrasés par des forces cosmiques et indifférentes aux pauvres poissons. L'évasion du maître, bien que cathartique, est bien trop tardive pour sauver ne serait-ce qu'un fragment d'espoir. Avec Padak, on est un peu confronté à une œuvre qui subvertit des attentes à tous les niveaux. Là, c'est pas du Rian Johnson qui subvertit tes attentes, mais à la fin t'as le seum. Non, ça subvertit tes attentes, mais à la fin tu dis merci, évidemment. Là où beaucoup s'attendaient peut-être à un film d'animation familial et léger, Padak s'avère être une exploration brutale et profondément réfléchie de la survie, de la cruauté systémique, du désespoir, et puis aussi de la restauration sud-coréenne un peu dégueulasse, quoi. Un peu triste, extrêmement cruelle, animalement parlant. Et alors que le générique défile, en fait, il est impossible de ne pas ressentir une certaine lourdeur, à la fois face à la tragédie des personnages et à l'impact du message du film. Padak, le film ne se contente pas de raconter une histoire, il met en lumière les pratiques inhumaines de l'industrie des fruits de mer, et l'industrie de la poissonnerie, de la restauration des poissons, sans détour ni adoucissement. Et contrairement à des films tels que Le Monde de Nemo justement, qui abordait subtilement le sujet de l'enfermement des poissons dans l'aquarium du dentiste, Padak pousse cette réflexion bien plus loin. Les séquences brutales, violentes, gore, montrant des poissons vivants tranchés, servis encore haletants, encore respirants, où les restes d'anciens compagnons flottant dans des bassins nous rappellent à quel point ces pratiques sont courantes, mais souvent ignorées par le public. Et là où Nemo nous jetait au visage, une phrase mémorable mais sans conséquence, entre guillemets, les poissons ne sont pas faits pour vivre dans un bocal, Padak utilise chaque scène pour marteler un message clair, net et précis. L'humanité traite la vie marine avec une froide indifférence qui frôle la barbarie, et en réalité, Padak est quasiment un film d'horreur cosmique. L'horreur cosmique du point de vue des poissons. Et l'un des aspects les plus fascinants du film Padak est son refus catégorique d'idéaliser ses personnages. Aucun des poissons n'est réellement bon ou mauvais au sens traditionnel. Leur environnement les rend égoïstes, brutaux et prêts à se dévorer entre eux pour survivre. Spotty est un jeune optimiste, mais il se laisse corrompre par ses instincts en mordant un autre poisson. Padak, initialement un symbole d'espoir et d'humanité, bascule, et je n'en ai pas parlé, mais dans une frénésie destructrice lorsqu'elle dévore les petits poissons clowns. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être une référence à Nemo, ou peut-être un petit doigt d'honneur à Nemo, puisqu'il y a un moment, j'en ai pas parlé, où Padak se met à dévorer vivant des poissons clowns. Dévorer des petits Nemo, c'est assez gore quand même. D'ailleurs, c'est une scène qui vient un peu de nulle part, mais j'ai envie de dire, c'est aussi réaliste. Les macros peuvent manger des petits poissons. Donc à la limite, là aussi, on ne peut rien dire. Et le maître, malgré son rôle de mentor et de sage, n'est pas exempt de lâcheté ou de manipulation. Même si le fait qu'il soit le personnage qui parvient à s'en sortir à la fin, ça franchement, jamais j'aurais pu le deviner, et je trouve ça extrêmement intéressant, bien écrit, bien amené, et surtout très surprenant. Et justement, le choix de tuer non seulement Spotty, mais aussi Padak, confère au film une audace rare dans l'animation. Les arcs narratifs des deux personnages semblent converger vers une éventuelle victoire, un moment de triomphe face à l'adversité. Mais au lieu de cela,
leur mort soudaine et brutale nous rappelle que la survie n'est jamais garantie, et que même les personnages les plus vertueux ou les plus motivés ne sont pas à l'abri des aléas du destin. La scène finale montrant le maître s'échappant seul offre un répit momentané, mais ne parvient pas à effacer l'horreur des événements précédents. Sa fuite n'est pas une victoire collective, mais plutôt une échappatoire égoïste, un miracle individuel. D'ailleurs, il laisse les autres poissons condamnés à mourir, y a rien qui change. Ça symbolise un peu le cercle vicieux de l'exploitation, où un individu peut parfois s'en sortir s'il a de la chance, mais l'ensemble du groupe, par contre, va devoir en payer le prix. Et d'ailleurs, puisque je parlais d'horreur cosmique un peu avant, justement, les humains dans ce film ont une animation rigide et un design des plus dérangeants. Ils sont un peu dégueulasses, on va pas se mentir. Mais d'après moi, je pense que c'est un choix intentionnel. Leur apparence un peu terrifiante accentue leur statut d'antagoniste déshumanisé. En revanche, les poissons sont animés avec beaucoup de fluidité et avec beaucoup d'expressivité, qui renforcent leur vulnérabilité et leur individualité. Mais bon, malgré sa qualité indéniable, Paddock n'a pas atteint le succès qu'il méritait, en partie à cause d'une promotion maladroite, tentant de capitaliser sur la popularité du monde de Nemo, alors que ce film c'est pas du tout le monde de Nemo, vous l'aurez compris, le film a manqué son public cible. Pourtant, Paddock avait le potentiel d'être un classique de l'animation indépendante, un film capable de susciter des discussions profondes sur les thèmes qu'il explore. Franchement, je vous le dis, Paddock c'est je sais pas si on peut dire que c'est un chef-d'œuvre, mais quasiment. Franchement quasiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment un film qui questionne les spectateurs que nous sommes sur notre rôle dans les systèmes d'exploitation, sur la manière dont on perçoit les autres formes de vie. Ça défie les conventions narratives en refusant les fins heureuses et en embrassant une tragédie réaliste. C'est un film qui a des cojones. C'est un film qui est surprenant, c'est un film qui est bien écrit, c'est un film qui a un truc à dire, c'est un film dont les thèmes sont très importants. Je sais pas, c'est un film qui m'a marqué. La vérité, les Coréens sont très forts. Les Sud-Coréens sont très très forts. Même leurs films d'animation sont ultra couillus. Leafy, A Hand into the Wild, ou Lily à la découverte du monde sauvage en version française, est une perle rare dans le monde de l'animation, à la fois brutalement émotionnelle et magnifiquement réalisée. Sorti en 2011, ce film d'animation sud-coréen a marqué un véritable tournant pour l'industrie de l'animation en Corée du Sud, atteignant des sommets jamais vus dans son pays d'origine. Mais ne vous fiez surtout pas à l'apparente simplicité de son titre, ou même du charme de son animation en 2D, que vous voyez effectivement en regardant ma vidéo, puisque cette œuvre plonge dans des thèmes profonds et extrêmement sombres, qui transcendent les attentes habituelles d'un film destiné à la famille, puisque avec un budget de 2,8 millions de dollars, Leafy a rapporté près de 11 millions de dollars au box-office, ce qui peut sembler modeste en comparaison avec des blockbusters d'animation internationale tels que Kung Fu Panda 2 par exemple avec ses 665 millions de dollars. Cependant, dans le cadre un peu exigu et ténu du cinéma sud-coréen, ces chiffres sont extrêmement impressionnants. Leafy détient encore aujourd'hui le record du plus grand nombre de billets vendus pour un film d'animation sud-coréen avec 2,2 millions de spectateurs. Là, on parle d'un film qui a obtenu une reconnaissance critique internationale, en remportant notamment le prix du meilleur long-métrage d'animation en 2011. Mais ce succès a aussi attiré des adaptations, notamment une version doublée en anglais intitulée Daisy, A Hand into the Wild, qui malheureusement a censuré ou modifié plusieurs éléments clés du film, diluant ainsi son message original. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. On va parler de ce film qui, de prime abord, a l'air d'être assez enfantin, mais qui, au final, est, on va le dire, des plus hardcore. C'est un film d'ailleurs dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur les moments les plus choquants, toutes fictions confondues. Donc c'est pour vous dire à quel point là, la barre est placée ultra haute. Si vous êtes effectivement une âme sensible, je vous le dis tout de suite, quittez la vidéo immédiatement. Là, il s'agit d'un film au thème extrêmement lourd. Là, il est question de gravitas, les amis. Et on va en parler. On va parler donc du film original, on va parler de la version censurée, on va parler de tous les tenants et les aboutissants de ce film qui, on va le dire, m'a véritablement ébranlé lorsque je l'ai vu près de 10 ans après sa sortie. Alors sans plus attendre, c'est parti. Ce film d'animation nous raconte l'histoire de Leafy, une malheureuse poule de ferme qui aimerait devenir maman mais qui n'arrive pas à incuber son propre œuf. Elle parvient à s'échapper de la ferme où elle a passé toute sa vie et donc se rend dans la nature. Après une série d'événements, elle tombe sur un œuf de canard dont la mère a été violemment tuée par une féroce belette. Alors qu'elle ne s'était jamais assise sur l'un de ses œufs à la ferme, elle le fait avec empressement, sans que le père de l'œuf, donc un espèce de canard, bref, je vais en parler tout de suite, ne proteste étonnamment. Elle promet au père canard que Leafy appelle Wanderer, mais qu'on appellera Kanarsuke Uchiwa parce que regardez-moi cette dégaine seigneur, d'emmener le canton dans les temps lorsqu'il éclora. Après l'éclosion du canton, Leafy entreprend de devenir sa mère et l'histoire commence véritablement. Le truc avec ce film, c'est que justement on me l'avait conseillé en me disant qu'il allait me choquer.
Voilà. Donc je regarde le film, je passe un très bon moment, hein, parce que le film est super, malgré la dégaine improbable du canard du clan Uchiwa qui m'a rendu complètement fou, et le film se termine tout gentiment alors que Leafy dit au revoir à son fils canard adoptif qui rejoint une tribu de canards pour s'envoler loin de l'hiver mordant qui glace les temps. Une fin très émouvante, j'ai lâché ma petite larmichette syndicale, c'est trop lion de voir la maman poule, fière de voir son canard de fils s'intégrer, s'envoler avec les siens, mais voilà. Mais j'ai manqué le côté choquant ou quoi? Ça se passe comment? Alors ok, il y a eu un moment, vers la fin du film un peu hardcore, où on voit la gentille poule, Leafy, être à 2 doigts de massacrer les bébés belettes, donc de la belette, responsable de la mort de Kansuke Uchiwa et sa meuf, mais bon, on se dit que la belette le mérite quand même. Donc je finis le film sans vraiment comprendre la réputation sulfureuse de ce film, justement, jusqu'à ce qu'on me dise que j'ai en réalité regardé la version américaine censurée, et que pour voir la vraie fin, hein, la vraie fin, bah, il faut aller se dégoter la version coréenne hardcore XXL non censurée, la version plus 18. Alors donc je me dis, qu'est-ce que c'est que cette version plus 18? Bon, je vais me la procurer, je me la débrouille, bon voilà. Et ouais, d'accord. ok, d'accord, ok. Alors la vraie fin, attention, consiste à ce que Leafy, la mignonne petite poule kawaii, après avoir dit au revoir à son canard de fils, aille donner son corps à la belette afin qu'elle puisse l'égorger et donner son corps donc, mort, à bouffer à ses bébés belettes. Donc ouais, finalement, la version censurée n'est pas si mal. Voilà, limite, je la préférais. Bon, je déconne, hein. La vraie fin est encore plus émouvante, en fait. Parce que c'est déchirant de voir Leafy mentir à son fils de canard, ou à son canard de fils, en lui disant qu'elle attendra son retour pour ensuite la voir se sacrifier au profit de la belette, afin qu'une mère n'ait pas à voir ses enfants mourir. C'est vraiment excellent, parce que la belette, qui est montrée jusque-là dans le film comme un monstre sanguinaire depuis donc le début du film, est finalement présentée comme n'étant pas bien différente de Leafy, toutes les deux des mères essayant tant bien que mal de protéger leur enfant. C'est beau. Mais c'est aussi très dur. Voilà, c'est aussi très dur. J'aurais aimé m'arrêter avec la version censurée, finalement. Pour aller un peu plus loin dans cette réflexion sur ce dessin animé qui est absolument extraordinaire, on va parler un peu des thèmes de ce film, justement, puisque au cœur de Leafy A Hand into the Wild, se trouve une exploration poignante de quête de liberté, mais aussi des implications un peu sombres de cette liberté, puisque la liberté, vous l'aurez compris, est un moteur de l'histoire. Leafy, au tout début du film, est enfermé dans un poulailler, rêve d'évasion, rêve de maternité aussi, hein, et d'une vie en dehors des limites imposées par les humains. Sa quête illustre un besoin universel, briser les chaînes de la routine et des attentes sociales. Mais, et c'est là où effectivement l'histoire est beaucoup plus originale et beaucoup plus réaliste que les autres, elle ne se limite pas à une simple émancipation individuelle. Une fois libérée, Leafy se consacre entièrement à protéger l'œuf du canard Sasuke, prouvant que la véritable liberté implique des responsabilités et des sacrifices. D'ailleurs, cette liberté, la pauvre Leafy la paie de sa vie, puisque bien évidemment, étant une poule, elle ne peut pas vraiment survivre sur le long terme en pleine campagne sauvage, alors qu'il fait -10. Évidemment, elle finit malheureusement par passer l'arme à gauche. Et ce contraste entre liberté, devoir et la froide réalité est un terme universel qui résonne profondément chez nous les spectateurs, en tout cas chez moi ça a résonné, particulièrement ceux confrontés au défi de l'indépendance, puisque bien souvent dans les dessins animés à l'intention de la famille, à chaque fois on te prend ce concept de liberté et on te le porte au nu. Bien souvent les princesses Disney veulent de la liberté, veulent le voyage, veulent se départir du carcan de la société et du carcan en général de leurs parents. On voit ça avec Vaiana, on voit ça avec Rebelle, on voit ça avec Réponse, on voit ça avec tout le monde. En réalité, la plupart des films Disney se basent un peu sur les mêmes thèmes, mais dans Leafy, justement, on te montre que oui, la liberté c'est bien, mais au final, tu crèves. Il y a quand même ce qu'on appelle les conséquences de nos choix, qui nous tombe un peu dessus. Et au-delà de ça, Leafy, c'est un peu un récit initiatique, qui suit une structure classique, de récit initiatique justement, puisqu'il y a le rejet de l'ancien monde, puisque Leafy rejette la vie confinée du poulailler, un lieu qui symbolise la conformité et l'absence d'espoir. Il y a l'épreuve dans le monde extérieur, puisque l'environnement sauvage est hostile directement à cette pauvre Leafy, vu que le monde sauvage est peuplé de prédateurs et de dangers de toutes sortes, mais c'est aussi un lieu d'apprentissage et de transformation. Et au-delà de ça, il y a la transformation intérieure, le développement de personnage, puisque Leafy évolue d'une simple petite poule dépendante des humains à une figure maternelle courageuse et sage, et même prête à tout, prête à défier un prédateur redoutable, c'est-à-dire la belette, pour protéger ce qu'elle aime, même si elle doit moralement se salir les pattes. Puisque, effectivement, comme j'en ai déjà parlé, il y a une scène assez choquante, une séquence assez poignante, où on voit Leafy menacer les bébés à peine nés de la belette. Donc voilà, ce parcours initiatique permet au film de transcender les frontières culturelles, offrant une histoire universelle de croissance et de dépassement de soi, qui nous touche. Je veux dire, même moi, même si moi, effectivement, je suis pas coréen, je suis peut-être pas, effectivement, le public initialement visé par les
par les réalisateurs de ce film, et j'ai quand même été touché en plein cœur par ce film de fou. Évidemment, bon, si on parle de thématiques dans Leafy A Hand into the Wild, faudra parler de la maternité et de l'amour maternel hein, et inconditionnel, puisque là il s'agit d'un amour qui dépasse toutes les frontières, même biologiques, puisque Leafy, comme vous le savez maintenant, devient la mère adoptive du petit canard Greeny, et malgré leurs différences évidentes, cet amour est absolument inconditionnel. Ce choix souligne un message fort, l'amour maternel n'est pas limité par les liens du sang, mais par la volonté de protéger et de nourrir. Le conflit entre attachement et indépendance est au centre de ce film, puisque l'un des moments les plus émouvants du film est la décision de Leafy de laisser Greeny suivre sa propre voie avec le reste des canards, devenant ainsi un écho de son propre rêve de liberté. Cette séparation volontaire illustre un amour véritable, puisqu'elle accepte de lâcher prise pour le bien de l'autre. Et en plus de tout ça, je pense, percevoir une petite critique sociale subtile dans Leafy A Hand into the Wild, puisque bien que le film soit présenté quand même comme étant assez familial, il contient en sous-main je sais pas, peut-être une seconde lecture critique sur les normes sociales et les attentes imposées, tout particulièrement en Corée du Sud, parce que vous le savez, je pense, si vous vous intéressez un peu à la culture sud-coréenne, bon, c'est une société relativement conformiste. Et quand j'utilise le terme relativement, évidemment, là, je suis en plein euphémisme. Et justement, Leafy, elle, rejette un système qui réduit les individus à de simples rôles utilitaires, puisque le poulailler est un peu vu comme une métaphore de la société sud-coréenne extrêmement conformiste. Et ce rejet est une critique implicite des sociétés modernes, et tout particulièrement la société sud-coréenne, qui privilégie la productivité au détriment des rêves individuels et de la liberté. Et les interactions entre les animaux et les humains dans le film soulignent une déconnexion fondamentale. Les humains, bien qu'absents physiquement dans la majeure partie de l'histoire, sont présentés un peu comme oppressifs, comme déconnectés des besoins réels des créatures qu'ils exploitent. Au-delà de ça, il y a quand même une méditation sur la mortalité en termes généraux, sur l'héritage que l'on laisse à nos enfants. Et le film, clairement, ne recule pas devant le fait que parfois il faille tacler des thèmes sombres, comme la mort, justement. Et Leafy, en sacrifiant sa vie pour sauver Greeny, dans la version originale sud-coréenne, je le rappelle, atteint une forme d'immortalité symbolique d'une certaine manière. Son héritage perdure dans les valeurs et la force qu'elle a transmis à son fils adoptif, Greeny. Et au-delà de ça, c'est un message d'espoir, puisque la fin du film, bien que tragique, est empreinte d'une certaine sérénité en sous-main. Puisque Leafy accepte son rôle dans le fameux cycle de la vie, ce qui nous laisse avec une réflexion finalement optimiste sur la manière dont nos actions influencent ceux qui nous suivent, puisque finalement, c'est une mère qui se sacrifie pour le bien d'une autre mère. Puisque finalement, bien que Leafy et la belette aient passé tout le film l'une en face de l'autre, en tant qu'ennemies mortelles, à la fin, elles comprennent que finalement, elles sont pareilles. C'est deux mères qui se battent contre le monde afin de faire en sorte que leurs enfants puissent être heureux. Et justement, la structure narrative et les personnages sont riches en symbolisme. Leafy, comme héroïne résiliente, est absolument impériale. Elle symbolise l'espoir et la persévérance face à l'adversité. Sa trajectoire, depuis le rejet des autres animaux jusqu'à son acceptation dans le monde sauvage, illustre le dépassement des préjugés. Et le prédateur, c'est-à-dire la belette, est bien plus qu'un simple antagoniste. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ça qui m'a conquis, mon petit cœur. Vous le savez, pour ceux qui connaissent mes goûts et qui ont vu pas mal de mes vidéos, voilà. Mon petit cœur ne peut que battre devant ce genre de personnage, qui est présenté au début comme étant binaire et méchant, manichéen, sans profondeur, et finalement, voilà, ce même antagoniste est montré comme étant finalement pas bien différent de l'héroïne Leafy. Donc forcément, voilà, moi j'aime beaucoup ça. J'ai fait une vidéo des personnages gentils qui deviennent méchants. Voilà, je suis un énorme fan de ce genre de trope et de ce genre de personnages. Et la belette, justement, représente la dureté de la nature et l'inévitabilité des conflits dans la quête de survie, mais en même temps, elle est aussi montrée comme une victime de ce système. Et Greeny, on va en parler aussi de lui, le canard, puisqu'à travers lui, le film explore le thème de l'identité et aussi un peu du métissage, puisqu'il grandit en tant que canard sauvage, mais c'est avec des leçons et des valeurs transmises par une poule, par sa mère poule, qui lui permet au final d'être le meilleur de tous les canards. Et ça symbolise l'importance des influences extérieures dans la construction de soi. Encore une victoire pour canard, si je puis me permettre. En tout cas, le film Leafy A Hand into the Wild se repose sur une narration qui mélange douceur et dureté. Et, on va dire, ce film d'animation réussit à maintenir un équilibre rare entre moments tendres et scènes ultra brutales. Bon, déjà, la brutalité de la nature est extrêmement mise en scène, puisque le film ne glorifie pas la liberté ou la vie sauvage. Je l'ai déjà dit, c'est pas les petits pavillons et les petits oiseaux qui chantent. Le monde sauvage, c'est chaud. Les dangers constants, les conflits et les pertes qu'affronte Leafy tout au long du film montrent une réalité dure, mais finalement authentique. Et qui vaut mieux que, effectivement, l'existence un peu aseptisée qui était la sienne, cette pauvre Leafy, à l'époque où, effectivement, elle était une poule pondeuse.
Et à côté de ça, à côté de la brutalité de la nature, il y a aussi la douceur des relations interpersonnelles. Puisque malgré cette dureté, les liens qui se forment entre Leafy, Greeny et les autres animaux, comme l'espèce de marmotte, ou je sais pas ce que c'est que ce personnage-là, qui défèque un peu partout. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de blagues scatologiques dans ce film. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Moi, j'avoue que ça m'intéresse pas. Bref, en tout cas, tous les autres animaux apportent une lumière et une chaleur qui contrastent pas mal avec les difficultés du monde extérieur. Et donc, si on devait conclure, Leafy A Hen into the Wild est bien plus qu'un simple film d'animation. C'est une œuvre riche en symbolisme, riche en émotions, qui explore des thèmes universels comme la liberté, la maternité, l'amour et le sacrifice. Et en mêlant des éléments narratifs puissants et des personnages profondément humains, le film nous invite à réfléchir sur nos propres choix, notre rapport à la nature et les valeurs que nous transmettons aux générations futures. C'est un récit poignant et intemporel qui résonne bien au-delà de son cadre culturel sud-coréen. Si vous pensiez que My Little Goat serait une douce histoire de petites chèvres jouant innocemment dans la campagne japonaise, détrompez-vous. Ce court-métrage d'animation japonais en stop-motion, réalisé en 2018 par Tomoki Misato dans le cadre de l'Université des Arts de Tokyo, est loin de l'image joyeuse que son titre pourrait évoquer. My Little Goat, ma petite chèvre, mon petit mouton, ça a l'air sympathique. Alors que, en fait, tout au contraire, c'est l'un des récits les plus sombres et troublants que l'animation indépendante japonaise, même l'animation indépendante en termes général, ait jamais produit, puisqu'il est inspiré du conte classique des 7 chevreaux, et ce film explore non seulement les dangers physiques d'un prédateur, comme le grand méchant loup, mais également les horreurs psychologiques et les traumatismes sous-jacents qu'une telle situation pourrait engendrer. Alors sans plus attendre, explorons tous ensemble ce chef-d'œuvre glaçant. Là, il s'agira d'un court-métrage japonais qui est donc effectivement Les 7 chevreaux, et qui adopte une interprétation unique et sombre du conte classique des frères Grimm. Réalisé en stop-motion, ce petit court-métrage se distingue effectivement par son style visuel saisissant et son traitement de thème, il faut le dire, très mature. Donc il s'agit toujours effectivement de 7 chevreaux qui se cachent chez eux, dans leur petite cabane dans la forêt, tandis que leur mère est partie faire les courses ou je ne sais quoi, et donc le loup en profite pour essayer de venir les manger. Sauf que là, le problème, c'est que le loup n'est pas seulement un prédateur dans ce court-métrage, mais c'est surtout une métaphore des abus parentaux. Et ce choix narratif transforme un conte traditionnellement destiné aux enfants en une représentation perturbante, et sans concession des violences familiales, et même des violences sexuelles en termes généraux. Le film choque par sa représentation explicite et graphique des abus, abordant un sujet souvent tabou avec une honnêteté vraiment brutale. Je veux dire, les scènes, bien que stylisées, sont d'une intensité émotionnelle remarquable, laissant les spectateurs à la fois captivés, mais surtout mal à l'aise. Ce contraste entre la familiarité du conte et la dureté de sa réinterprétation crée un impact puissant et mémorable. Je veux dire, la scène où la maman chèvre sort ses enfants du ventre du loup et qu'on voit leur peau totalement carbonisée par l'acide gastrique du loup, ouf! En plus, c'est la première scène du film, donc voilà, clairement, tu vois plus ou moins dans quoi t'as mis les pieds. Et en plus, les chevreaux en question sont d'une mignonnerie et d'un kawaïisme à toute épreuve, il faut le dire. La fin est plutôt sympa d'ailleurs, avec chacun des membres de la fratrie se voyant offrir un beau manteau pour cacher leurs cicatrices, symbolisant, bon, la possibilité pour les enfants de gérer et d'accepter leur trauma, de vivre avec malgré tout, bref, bon, voilà quoi. C'est court, c'est sympa, c'est choquant, tout ce qu'on aime. Bon, si je devais aller un peu plus loin dans mon analyse de ce chef-d'œuvre du court-métrage indépendant japonais, eh bien, quand même, je pense qu'il faudrait creuser ce côté un peu métaphore du film, puisque l'histoire est clairement une métaphore complexe, justement, des traumatismes générationnels et de la difficulté à laisser aller le passé. La mère chèvre, incapable de surmonter les blessures que ses enfants ont subies, projette ses angoisses sur un autre enfant qui t'a rien demandé, et ça crée un cercle vicieux où ni elle ni ses enfants ne peuvent avancer. Les cicatrices et les coutures grotesques qui symbolisent les blessures émotionnelles visibles que les personnages portent. Ces éléments renforcent le ton sombre du film tout en soulignant que le vrai loup, entre guillemets, et de façon encore une fois métaphorique, pourrait être en fait le poids des attentes et des regrets. Au-delà de ça, le choix de l'animation en stop motion, un peu à la Wallace et Gromit et Chicken Run, est parfaitement adapté au ton du film, puisque là, bon, en termes de comparaison, c'est beaucoup plus du Coraline que du Chicken Run, mais bon, vous m'avez compris. Les textures rugueuses et les mouvements légèrement saccadés des personnages ajoutent une sensation d'étrangeté qui amplifie l'atmosphère des plus oppressantes. Les expressions des personnages, bien que simplifiées, capturent une gamme d'émotions intenses, de la terreur à la tristesse, en passant par la détermination. Les décors sont minimalistes, souvent confinés à l'intérieur de la maison en bois,
et contribuent à l'impression d'enfermement, reflétant l'état mental des personnages. Chaque détail visuel, des ombres projetées sur les murs à l'éclairage tamisé, est utilisé pour renforcer la tension. Et au final, ça reste quand même un conte des frères Grimm réinterprété, puisque la décision d'ajouter Natsuki, l'enfant humain, et d'introduire les thématiques de l'abus et du traumatisme intergénérationnel transforme la fable en une œuvre beaucoup plus psychologique et contemporaine. Le film devient une exploration non seulement de la violence, mais aussi de la manière dont les victimes et leurs proches tentent de survivre et de se reconstruire après des expériences bouleversantes. C'est une allégorie du traumatisme, on va pas se mentir, et c'est l'un des éléments les plus poignants du film, puisque l'utilisation des cicatrices comme métaphore fait montre de cela. Quand le miroir interdit révèle les blessures du chevreau aîné, cela symbolise le moment où une victime est confrontée à la réalité de son traumatisme et des dégâts sur son corps et de sa psyché. Brisant la façade du déni et d'oubli construit pour se protéger. Natsuki, en offrant son sweat en laine au chevreau aîné, afin de couvrir ses cicatrices, fait plus que partager un vêtement. Il offre une reconnaissance mutuelle de leur douleur commune. Ce moment cristallise l'un des messages centraux du film. Nous portons tous des cicatrices, visibles ou invisibles, mais nous pouvons tous nous soutenir, nous serrer les coudes, afin de surmonter ces expériences terribles. Et puisqu'on parle de métaphore, parlons un peu du monstre métaphorique du loup, qui est donc évidemment le père de Natsuki, qui se transforme progressivement en loup, et ce n'est pas une simple transformation physique, il s'agit là d'une métaphore puissante, pour représenter comment Natsuki voit son agresseur comme une figure monstrueuse. Cette transformation du père de Natsuki humain en loup souligne également la manière dont le film lie la figure du loup au concept d'un prédateur dans un contexte beaucoup plus personnel et dérangeant. Mais malgré son apparente noirceur, My Little Goat trouve une forme de lumière. Dans la scène finale, où les chevreaux et leur mère se préparent activement à empêcher de futures tragédies, le film transmet un message d'autonomisation et de résilience, d'endurance en fait. Le port des capuchons par tous les chevreaux à la toute fin du film symbolise leur acceptation de leurs cicatrices, leur acceptation de leur trauma et leur détermination d'aller de l'avant malgré les horreurs qu'ils ont vécues. Et même si la fin est amère, elle est puissante. La décision de terminer le film sur une note ambiguë, avec la chaussure du père émergeant de la rivière, sert de rappel brutal que, même après la victoire entre guillemets, les cicatrices restent. Ce n'est pas un happy ending au sens classique, mais plutôt une fin qui reflète la complexité de la vie après un traumatisme. L'espoir est présent, mais la douleur ne disparaît jamais vraiment complètement. Et en seulement 10 minutes, puisque encore une fois, c'est un court-métrage, My Little Goat parvient à raconter une histoire qui rivalise avec les meilleurs longs-métrages en termes de profondeur émotionnelle et narrative. Ce n'est effectivement pas un film pour les âmes sensibles, ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains, mais pour ceux qui cherchent une œuvre qui mélange brillamment le conte classique, la symbolique moderne et une animation visuellement saisissante, pour moi, My Little Goat, c'est tout simplement un incontournable. C'est disponible en ligne, gratuitement sur YouTube, et c'est une œuvre, My Little Goat, qui vous marquera longtemps après son visionnage. C'est une célébration poignante de la résilience et une exploration intransigeante des aspects les plus sombres de l'humanité, le tout enveloppé dans un emballage magnifiquement artisanal, magnifiquement animé, magnifiquement stop-motionné, comme vous le voulez. Alors si vous êtes prêt à affronter cette expérience émotionnellement unique, allez-y, mais ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu par l'oncle Yagi. On va parler d'un film d'animation qui a défié toutes mes attentes, on va pas se mentir, là il s'agira d'Unicorn Wars, réalisé par l'audacieux, s'il en est, cinéaste espagnol Alberto Vázquez. Sorti en 2022, ce film mélange des éléments de contes de fées avec une critique, on va le dire, acerbe, de la guerre et de la nature humaine, évidemment. Parce que oui, sous ces allures de dessin animé coloré pour gosses, avec des oursons et des licornes toutes kawaii, Unicorn Wars cache en réalité une profondeur extrêmement sombre et une violence des plus choquantes, abordant des thèmes tels que l'endoctrinement, la haine et la quête de pouvoir. Et j'ai envie de dire, fallait s'y attendre, de la part d'Alberto Vázquez, connu pour ses œuvres extrêmement sombres et obscurs tels que Bird Boy entre autres, qui utilise encore une fois ici une esthétique unique pour juxtaposer l'innocence enfantine et la brutalité de la guerre, créant une expérience visuelle et narrative absolument inoubliable. Et donc forcément on va tous explorer au cours de cette vidéo tous les messages sous-jacents de ce film, les personnages et leur symbolique, les métaphores qui donnent à ce film toute sa puissance, bref voilà, sans plus attendre, c'est parti. N'avez-vous jamais voulu voir, les bisounours partir en nettoyage ethnique sur mon petit poney ? Si vous l'avez rêvé, Alberto Vázquez l'a fait. Alors, évidemment, il s'agit là du film d'animation espagnol Unicorn Wars, comme je viens de le dire, réalisé par Alberto Vázquez, qui est sorti en 2015 et qui présente effectivement une rivalité séculaire entre des licornes un peu mimi et des ours en peluche,
très mimi. Et ce récit semble effectivement sortir de l'imagination d'un enfant jouant brutalement avec ses jouets. Mais voilà, faut le dire, la version de Vasquez est nettement plus orientée vers un public adulte. Les ours, hein, qui sont pourtant des créatures aux couleurs pastel, à l'apparence douce, aux grandes têtes kawaii et aux yeux tout mignons, aux voix aiguës et criardes, sont, il faut le dire, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, décrits comme mesquins, cruels et rigides dans leurs préjugés. Leur haine envers les licornes provient d'un texte sacré racontant comment les ours, autrefois joyeux et habitants d'une forêt sacrée, se sont fait chasser de leur terre par ces mêmes licornes. Et depuis, les descendants de ces ours vivent dans un espèce d'état militaire perpétuel, s'entraînant sans cesse et planifiant des offensives afin de chasser à leur tour les licornes de cette même forêt. Le film se concentre ainsi sur deux frères ours, donc Dodu et Célestin. Alors, Célestin qui s'appelle Azulin, avec l'accent espagnol un peu boiteux, en version originale. Hein. Je suppose que le traducteur français fait partie du 18-25, parce que bon, appeler l'ours Célestin, je veux dire franchement... Limite, je m'attendais à voir Ricistas débarquer, hein. Célestin, ça n'a aucun sens. Bref, moi je vais l'appeler Assouline. Hein. Ces deux frères rejoignent l'armée des ours et s'entraînent dur afin d'un jour, eh bien, pouvoir se venger des licornes. Et donc, le film, tout en étant une satire de la guerre évidemment, offre une critique de la complexité militaro-industrielle et de l'endoctrinement. Il présente donc une vision manichéenne du bien et du mal, tout en suscitant de la sympathie pour certains personnages tragiquement piégés dans une guerre perpétuelle. En fait, quand je dis il présente une vision manichéenne du bien et du mal, je veux dire que le film critique cette vision trop simpliste en fait. Bon, ok alors. Maintenant, on en vient à la question qui nous intéresse. Elle est où la scène choquante de ce film ? Parce que quand même, si je place Unicorn Wars dans la liste des scènes les plus choquantes de la fiction, faudrait quand même parler de ça. Le problème, et on y vient, c'est qu'il y en a la masse des scènes choquantes hein, dans ce dessin animé. Vraiment désolé. C'est compliqué de choisir une scène parmi tant d'autres, tellement il y en a beaucoup. Je peux par exemple vous parler de la séquence totalement psychédélique où le régiment d'oursons que l'on suit se met à bouffer des insectes hallucinogènes en mode crackhead, plongeant l'un des jumeaux pandas tout mignons, qui fait effectivement partie de l'escouade, dans un délire de violence psychotique qui le fera éventrer son propre frère et le pousse, une fois qu'il aura repris ses esprits, à carrément se pendre. Donc ouais, il s'agit effectivement de bails ultra sombres. Je crois que là, il n'y a pas de débat. Mais voilà, si on veut parler sérieusement des scènes marquantes dans Unicorn Wars, eh bien, on est obligé de parler du fameux Célestin / Azulin à un moment donné. Parce qu'il est clairement le personnage qui ressort, hein. C'est le personnage qui porte à bout de bras le film, Azulin, et c'est vraiment un excellent personnage. C'est donc le frère de Dodu, donc Dodu qui s'appelle Gordy, en version originale. Il me semble, écoutez, je ne suis pas hispanophone du tout, mais il me semble que Gordy, ça vient de Gordo. Je crois que ça veut dire gros, bref. Voilà, limite, là, ok, je valide la traduction. Gordy en Dodu. Azulin en Célestin, effectivement, il céleste, le bleu. Écoutez, non, moi je ne valide pas. Non, là, écoutez, il y a des limites à tout. Bref, Azulin, on va l'appeler comme ça, entretient avec lui une relation teintée de jalousie et une certaine forme d'amour tordu avec son frère. Azulin se distingue tout particulièrement par sa nature sadique et son comportement cruel envers son frère et les autres. Et donc, il faut le dire, un mauvais fond avec lequel il est né, certes, mais qui a notamment été nourri par le fait que sa mère décide de tromper son père, ce qui acheva de rendre Azulin ultra aigri à l'âge de même pas 4 ans. Vous imaginez le délire, quoi. Le mec, à 2 ans et demi, c'était déjà un vieux con, quoi. Bref. Et donc, au fil du film, Azulin, eh bien, évolue d'une figure brutale à un leader militaire absolument impitoyable. Et cette évolution est marquée par plusieurs moments clés, tous plus choquants les uns que les autres. L'un des plus marquants étant, il faut le dire, l'empoisonnement de sa propre mère. Un acte illustrant la manière dont sa rage et sa jalousie peuvent le conduire eh bien, à des actes de cruauté absolument inimaginables. Je veux dire, tuer sa propre mère, faut quand même y aller, quoi. Et le mec, il avait quoi, 4 ans? Le mec à peine hardcore, tu sais. De toute façon, le principal moteur des agissements néfastes d'Azulin se trouve effectivement être l'envie et la jalousie, comme je l'ai dit, comme en témoigne d'ailleurs la scène glaçante du meurtre de Coco. Coco étant un soldat tout comme lui appartenant au même régiment. Et Coco étant un meilleur soldat qu'Azulin, c'est-à-dire plus grand, plus fort et plus courageux, éveille bien évidemment le sentiment d'envie profonde chez notre ourson bleu, qui voit en Coco une menace pour son propre statut et son propre prestige. Et cette même jalousie le poussera à éliminer Coco, soulignant sa disposition à recourir
à la violence extrême pour satisfaire ses propres insécurités et son désir de supériorité. Mais les choses prennent un tournant pour le pire lorsque Assouline chute d'une falaise après un énième affrontement contre les licornes. Chute qui lui infligera des blessures faciales horribles, un événement qui transforme non seulement son apparence mais aussi sa psyché. Eh bien, en le rendant encore plus impitoyable qu'il était avant, donc oui, effectivement, le mec devient un monstre total, ayant métamorphosé son visage autrefois angélique en une sacrée gueule de psychopathe fini, faut le dire, ce qui match parfaitement maintenant avec son esprit tordu, alors qu'avant il était plutôt mignon, et bon, évidemment, c'était pas très représentatif de, de son cerveau malade, mais là maintenant c'est fini, voilà. Il est aussi dégueulasse à l'intérieur qu'à l'extérieur, et fort de son nouveau statut de héros de guerre, Assouline prend immédiatement le contrôle de l'armée, massacre les généraux, et devenant ainsi l'unique leader incontesté des forces oursonnes. Ce qui nous mène fatalement à la scène la plus brutale du film, à savoir le meurtre de Dodu, de Gordy, par son propre frère, donc Assouline. Et après avoir lui-même déclenché une bataille aux proportions absolument dantesques contre les licornes, détruisant à la fois les ours et leurs opposants, Assouline est finalement réuni avec son frère, qui était effectivement pendant un petit moment du côté des licornes. Mais dans un accès de jalousie assez habituel pour notre ami Assouline, voyant Dodu soigner une jeune licorne, eh bien Assouline pète un plomb, encore une fois, et commet l'irréparable en ouvrant le crâne de son frère à coups de pierre, dans une scène d'une brutalité absolument insoutenable. Il tue ensuite la licorne de sang-froid et consomme sa chair. Bon bref, il a pété un plomb, voilà. Il a serré sur 20, quoi. Il a serré complètement. Et le film se termine ainsi sur une note surréaliste et horrifiante. Une créature un peu blobesque émerge de la chair de la licorne, dévorant à la fois Dodu et Assouline, avant de se transformer en une sorte d'être humain. Voilà, bon, il y a une métaphore effectivement de la naissance, de l'humanité. Peut-être qu'il y a une petite image, une petite allégorie entre de Abel et Caïn avec Dodu et Assouline, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, ce dénouement souligne les thèmes du film sur la violence, la brutalité et les conséquences tragiques de la guerre et de la haine. Et au-delà de ça, il y a vraiment d'autres personnages vraiment sympathiques dans ce film. J'en avais un peu parlé dans mon top 20 des meilleurs personnage berserk, mais voilà, j'avais effectivement comparé Mosgus, qui est un personnage un peu boiteux, on va le dire, bon, au Padré, au personnage du Padré, donc le religieux, donc dans Unicorn Wars, qui est pas mal, hein, qui est vraiment pas mal, parce qu'effectivement au début tu crois que c'est un espèce d'obscurantiste complètement taré, qui prêche la guerre ou je sais pas quoi, bref, et tu te dis bon ok d'accord, ça va être une critique un peu paresseuse de la religion. Finalement non, le Padré est un personnage assez sympathique et qui, je vous spoil un peu, finira par se sacrifier pour sauver les autres. Voilà. Et finalement, c'est peut-être le mec le moins irraisonnable de la bande. Tout au contraire du chef de l'escouade, par exemple, qui lui est complètement con. Voilà. Si d'ailleurs je devais reparler d'Unicorn Wars dans une vidéo future, j'en reparlerai encore du Padré, parce que je trouve que c'est assez intéressant la manière dont il est écrit, surtout au niveau de sa dynamique avec le chef, là, anti-religieux. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Ils auraient très bien pu faire en sorte de montrer le général comme étant endoctriné sur tous les points, c'est-à-dire le côté militaire mais également le côté religieux, alors que là le film montre un schisme évident entre la faction militaire et la faction religieuse dans les forces oursonnes. Enfin bref, je m'arrête là pour passer à la suite, mais bon, vous avez compris, j'ai vraiment apprécié le film, hein, je vais pas mytho. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du premier film de Alberto Vasquez, hein, je crois que c'est Bird Boy ou un truc du genre. J'avais pas vraiment aimé, donc ouais, j'étais un peu rentré dans Unicorn Wars, rentré dans les pieds, et j'ai eu tort, hein, ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Bref, peu importe. Bon, afin de compléter cette review d'Unicorn Wars, il est quand même important pour moi de souligner l'approche visuelle et narrative singulière adoptée donc par le bien nommé Alberto Vasquez. Le contraste entre l'esthétique adorable des ours en peluche et la violence graphique du film est l'une des caractéristiques les plus frappantes de l'œuvre, on va pas se mentir, de toutes les manières je pense que vous le voyez. Ce choix artistique n'est pas simplement là pour le choc ou même l'effet comique, en mode un peu happy tree friend, mais surtout pour amplifier le malaise que l'on doit ressentir. Les personnages, bien que visuellement similaires à ceux de dessins animés pour enfants, sont quand même plongés dans un univers d'adultes où la guerre, la haine et la trahison dominent chaque aspect de leur existence. L'univers d'Unicorn Wars est également enrichi par sa bande sonore, et sa bande son donc, hein, voilà, son utilisation de couleurs, sa palette vraiment extrêmement colorée mais également, on va le dire, obscure, et les moments de violence extrême sont souvent accompagnés de musique dérangeante et de choix de couleurs vives et saturées, créant donc ainsi une dissonance qui perturbe les spectateurs que nous sommes, évidemment. Et cette combinaison de visuels un peu enfantins et des thèmes adultes rappelle l'effet de choc ressenti que j'ai eu justement en découvrant pour la première fois des œuvres telles que Happy Tree Friend ou même South Park, mais encore,
c'est pas exactement ça, puisque là, Unicorn Wars ne fait pas dans le comique, mais il fait dans le tragique, puisqu'il inscrit toutes ces scènes dans un contexte narratif beaucoup plus profond et beaucoup plus symbolique. Et d'un point de vue narratif, le film explore quand même les conséquences destructrices de l'endoctrinement et du fanatisme. Les ours sont donc élevés dans un climat de haine et de peur, où on leur enseigne que les licornes sont des monstres à exterminer, sans place pour aucune subtilité. C'est extrêmement binaire, et ce lavage de cerveau constant est un commentaire direct sur la façon dont la société peut nous manipuler afin de justifier la violence et la guerre. Et les ours eux-mêmes, malgré leur apparence douce et innocente, deviennent malgré eux les monstres de l'histoire, incarnant donc la nature perverse de la guerre qui corrompt même les plus innocents d'entre nous. Et en outre, faut pas l'oublier, la dynamique familiale entre Dodu et Assouline, ou encore une fois Célestin, voilà, mais je préfère l'appeler Assouline, et donc ça illustre la tragédie personnelle au cœur de tous ces conflits. Le film ne se contente pas de juste montrer la guerre entre deux races avec du recul et en mode panoramique, non. Le film explore vraiment les relations interpersonnelles entre les personnages et comment les conflits idéologiques peuvent détruire les liens les plus sacrés comme les liens du sang, justement. La rivalité et la jalousie qui déchirent ces deux frères sont un microcosme de la haine plus large entre les ours et les licornes, montrant que la violence commence souvent au sein même des relations personnelles avant de s'étendre à des niveaux un peu plus vastes, comme des pays, justement. Et enfin, Unicorn Wars propose une réflexion philosophique sur la nature du bien et du mal. Contrairement au récit classique où les héros triomphent des forces du mal, eh bien ici la distinction entre les bons et les méchants est beaucoup plus floue. Et forcément, ça me plaît. Hein, vous me connaissez effectivement. J'aime beaucoup le trope du monde gris. Hein. Pour ceux d'ailleurs que ça intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo du top 10 de mes tropes préférés et vous verrez effectivement le trope du monde gris, c'est-à-dire le trope où les personnages, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans les œuvres. Donc moi j'aime bien. Donc forcément, Unicorn Wars avait tout pour me plaire. Et justement, les licornes, bien que présentées au début comme des créatures un peu sombres et maléfiques, eh bien finalement ne sont rien d'autre que les victimes de l'histoire, mais ne sont pas forcément complètement innocentes non plus. Elles aussi sont impliquées dans ce cycle de violence, et Alberto Vasquez ne donne pas de réponse claire, ni de leçons morales faciles, laissant ainsi le spectateur que nous sommes face à la réalité qui est des plus troublantes, parce que dans la guerre, il n'y a pas de vainqueur, seulement des victimes. Et en résumé, Unicorn Wars est bien plus qu'une simple parodie de dessin animé un peu gore pour enfants. C'est une critique acerbe des mécanismes de la haine, et de l'endoctrinement, et surtout de la brutalité humaine. D'autant plus que, à la fin, je l'ai déjà dit, Assouline se transforme en humain. Voilà, après avoir tué son frère. Évidemment, il y a clairement, je l'ai déjà dit, un parallèle avec Abel et Caïn, donc j'ai envie de dire tout est dit. Et donc, avec son esthétique contrastée et ses thématiques profondes, le film se distingue complètement comme une œuvre audacieuse et surtout dérangeante, qui incite à faire réfléchir sur les véritables horreurs de la guerre et sur la nature fragile des relations humaines. Et je dirais que le seul gros point noir du film, c'est que le troisième acte est vraiment court et rushé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Assouline et Dodu sont séparés, c'est-à-dire que Dodu reste avec les licornes et Assouline revient chez les ours, et effectivement il perd la moitié de son visage, et bien sûr la symbolique est forte, puisque Assouline a toujours été un monstre, mais au début du film, en tout cas la première moitié du film, il est beau, il est mignon. C'est-à-dire que son apparence physique ne reflète pas du tout la noirceur de son âme, alors qu'à partir effectivement de sa blessure, et quand il y a la moitié de son visage qui part en vacances, on va dire, il devient complètement monstrueux. Là, son visage reflète la noirceur de son âme. Voilà, symboliquement, c'est carré, j'ai envie de dire merci Vasquez. Mais à partir de ce moment-là, malheureusement, ça va beaucoup trop vite. C'est-à-dire que on sent qu'il n'y a plus trop de temps au niveau du film. On ne voit pas vraiment Dodu s'attacher aux licornes et peut-être s'intéresser un peu plus à la culture des licornes et se rendre compte que c'est pas les méchants de l'histoire. Non, c'est très rapide, on le voit à peine vivre avec eux. Et de son côté, Assouline prend le contrôle de l'armée des ours, mais de manière un peu anecdotique, très rapidement. Voilà, il devient un héros de guerre et il prend le contrôle de tout. Bon, c'est trop rapide. C'est-à-dire que en termes d'idées, c'est juste excellent. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas assez de temps au compteur. On sent bien que Vasquez, là, il a plus trop le budget à aller vite. On arrive très rapidement à la guerre finale entre les licornes et les ours. Et puis voilà, c'est un peu con, c'est un peu bête. Je dirais que je pense peut-être aller 10 minutes de plus n'aurait pas été de refus, je pense. Mais voilà, ça reste quand même un film de dingue. On va s'intéresser à un classique de l'animation japonaise, j'ai nommé Shirin Bell, aussi connu sous le nom de Shirin no Suzu, un film d'animation japonaise sorti en 1978, et oui ça date, produit par le célèbre studio d'animation Sanrio et réalisé par Masami Hata. C'est donc un long métrage qui raconte l'histoire émouvante de Chirin, un jeune agneau, et sa transformation radicale, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, après une tragédie, on va le dire, assez personnelle. Le film, basé sur un livre pour enfants écrit par Takashi Yanase, explore des thèmes profonds
profonds, tels que la vengeance, la perte de l'innocence et la nature du bien et du mal. Shirin Bell se démarque complètement par son mélange unique de douceur et de dureté, offrant donc une réflexion poignante sur la survie et l'identité de chacun. Et donc forcément, nous allons plonger dans cette vidéo, dans cette histoire intense, analyser les symbolismes de l'histoire, discuter des thèmes universels portés par les personnages, et qui continuent, on va le dire, de résonner en nous, en tout cas en moi, ça c'est certain, des décennies après sa sortie. Alors sans plus attendre, c'est parti. Shirin Bell, qui est donc un animé, un film d'animation japonais, sorti en 1978, et qui nous présente un conte poignant, qui bouleverse les conventions narratives. Et donc au cœur de l'histoire se trouve un jeune mouton tout mignon, dont la vie a été brisée par la perte tragique de sa mère, tuée par un loup alors qu'elle essayait effectivement de protéger son petit mouton, son petit-fils, contre les crocs du loup. Bon. Eh bien, animé par un désir de vengeance, donc pour venger sa mère forcément, ce petit mouton, donc Shirin, entame un voyage afin de venger sa mère et donc d'affronter le loup. Bon, jusque-là, le récit est assez classique, sauf que, voilà, le récit, là, justement, il va prendre un sacré virage, parce que le tournant majeur de l'histoire se produit lorsque, contre toute attente, le mouton Shirin est carrément adopté par le loup, l'archétype, comme vous le savez, du prédateur dans les contes. Ce lien inattendu entre le prédateur et sa proie crée une dynamique vraiment complexe et émotionnellement chargée. Enfin, je veux dire, je peux vous assurer que je m'y attendais pas à ça. Et au fil du temps, le mouton, donc, qui au début, effectivement, se fait entraîner par le loup, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tellement bien écrit. Au début, quand Shirin débarque pour voir le loup, il dit « Ouais, entraîne-moi, comme ça je deviendrai fort et je te tuerai. » Et le loup dit « Ok, vas-y, je t'entraîne. » Et petit à petit, évidemment, Shirin s'entraîne, devient de plus en plus fort, mais il a plus trop envie de tuer le loup. Parce que c'est devenu un peu bon an, mal an, et au gré des années, c'est un peu son seul ami, c'est un peu son père adoptif. Vous l'avez saisi, le mouton subit au fil des années une transformation radicale, devenant un bélier redoutable à l'allure presque démoniaque, une métamorphose qui symbolise la perte de son innocence et l'absorption des caractéristiques de son tuteur, Lupin. Voilà. Aussi, le point culminant, et là on arrive à la scène choquante de l'histoire, survient dans un acte tragique de protection. Et donc, pour sauver une brebis et son agneau de son pote le loup, Shirin, maintenant un gros bélier vénère, tue accidentellement son père adoptif loup, l'être qu'il a élevé et accepté. Et cette mort involontaire bouleverse complètement la narration, posant des questions sur la nature de l'identité, la vengeance et les liens familiaux. Ce qui rend cette scène particulièrement poignante est la réaction des autres moutons. Loin de célébrer Shirin comme un héros, ils sont toujours horrifiés par son apparence terrifiante et le rejettent, le laissant isolé et sans famille. Et le seul être qu'il avait accepté et aimé, Shirin, eh bien c'est le loup, sauf que il est mort. Ce contraste saisissant entre l'acceptation inattendue du loup et le rejet de ses propres semblables moutons confère à l'histoire une ironie absolument tragique. Et l'histoire de Shirin Bell est un tourbillon d'émotions, mélangeant la tristesse, la trahison, l'ironie et la solitude, évidemment. C'est un récit qui déconstruit les attentes du lecteur, mettant en lumière la complexité des relations et des émotions. Dans un monde où les frontières entre le bien et le mal, l'ami et l'ennemi, tout ça sont floues et changeantes. Et entendre à la toute fin de l'animé, Shirin hurler à la mort dans les montagnes, crier le nom du loup, donc il me semble qu'il s'appelle Wo, ça fait clairement partie de ces séquences auxquelles j'ai directement pensé au début de l'écriture de cette vidéo. Voilà, on me demande les top moments choquants, je vais penser à Shirin. Voilà, j'avais même hésité à le mettre dans le précédent top 10, mais il n'y avait plus la place. Donc voilà quoi. Bref, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon, afin de compléter cette review de cet animé extraordinaire qu'est Shirin Bell, il est quand même essentiel de se pencher davantage sur la richesse thématique de ce chef-d'œuvre de l'animation japonaise. Encore une fois, il a été réalisé en 78. Faut pas l'oublier, et pourtant Shirin Bell s'écarte de toutes les conventions des contes pour enfants, afin de nous offrir une histoire complexe, tragique et profondément humaine. L'arc narratif de Shirin, du jeune agneau innocent au bélier terrifiant et démoniaque, peut être perçu comme une allégorie de la perte de l'innocence et de la transformation inévitable que les traumatismes nous imposent, malheureusement. En grandissant sous l'influence du loup Wo, eh bien, Shirin rejette progressivement tous ses instincts de mouton pacifique afin d'adopter une vision du monde façonnée par la violence et la survie d'un prédateur. Cette évolution choquante est marquée non seulement par son apparence physique, parce que bon, le mec il devient quasiment un locuste, le mec il devient un démon, c'est quand même chaud. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Mais qui c'est qui est méchant?
Mais qui c'est qui est méchant? Mais aussi par son comportement de plus en plus impitoyable, se rapprochant de plus en plus de celui de son tuteur Lupin. Et ce passage de l'innocence à la monstruosité, de la victime au bourreau, soulève des questions sur l'impact de l'environnement et de l'éducation sur notre identité individuelle. Et la relation entre Shirin et le loup Wu est au cœur de l'intrigue, ça c'est sûr, et elle brise tous les clichés, tous les lieux communs habituels du genre. Leur lien va au-delà de la simple dynamique prédateur-proie pour devenir un reflet de la parentalité, d'une certaine manière. Le loup Wu, figure de danger et de mort, devient paradoxalement un protecteur et un guide pour Shirin. Il offre au mouton une forme d'acceptation inconditionnelle, bien que notre jeune Ovidé ne trouve pas parmi les siens. Ce choix de narration met en lumière la nature relative du bien et du mal, suggérant que les frontières morales ne sont pas forcément fixées par l'espèce ou même l'apparence, mais aussi par les actions et les intentions. Les règles ont changé. La frontière entre le bien et le mal est devenue floue. Le loup, autrefois figure du mal absolu, se révèle capable d'amour et de sacrifice pour Shirin, tandis que les moutons, eux, symboles de base de pureté et d'innocence, eh bien, se montrent incapables de comprendre ou même d'accepter la transformation de Shirin, puisque à la fin du film, encore une fois, quand Shirin sauve les moutons de Wu, du loup, en le tuant, eh bien, les moutons ne veulent pas de lui non plus. C'est un peu triste. But wait! Quick, shut the door. Don't let him in. Yes, let's hurry. Leave us alone. Et au-delà de ça, il faut quand même, donner à César ce qui appartient à César et dire que l'animation est absolument incroyable. On parle encore une fois de quelque chose qui est sorti en 78, c'est quand même assez complexe, et malgré les moyens techniques de l'époque, Shirin Bell parvient quand même à capturer des émotions profondes à travers toutes ces scènes extrêmement marquantes. Les expressions faciales de Shirin, sa transformation physique, ses interactions avec le loup sont magistralement animées afin de renforcer le ton sombre et introspectif de l'histoire. Les paysages, souvent plongés dans la pénombre ou même baigné dans une lumière crépusculaire, accentue le sentiment de solitude et de désespoir qui imprègne le film. La musique discrète mais quand même poignante soutient ces moments d'intensité émotionnelle, créant donc une atmosphère à la fois mélancolique et surtout troublante. Et l'aspect philosophique du film ne doit pas être non plus négligé. Shirin Bell interroge sur la notion d'appartenance et d'identité. En étant rejetée par ses semblables moutons, Shirin se retrouve à la frontière de deux mondes, entre prédateur et proie, sans pouvoir réellement s'intégrer à l'un ou même à l'autre. Cela soulève des réflexions sur l'altérité et le rejet de ceux qui ne correspondent pas aux normes établies par la société. Et en ce sens, Shirin Bell est une critique un peu voilée de la conformité sociale et des jugements basés sur l'apparence seulement. Shirin incarne le dilemme de l'individu qui tente de concilier son passé et son futur, ses racines avec ses influences extérieures. Et le hurlement final de Shirin, évoqué donc un peu plus tôt dans la vidéo, est l'un des moments les plus déchirants du film. Ce cri de douleur et de solitude résonne comme un appel désespéré dans un monde qui refuse de l'accepter. C'est un moment de catharsis, si je puis me permettre, qui souligne l'échec tragique de Shirin à trouver sa place dans ce monde, malgré tous ses efforts pour survivre et s'adapter. La scène finale, où il erre seul, est un puissant commentaire sur la nature de l'existence humaine, une quête incessante d'acceptation et de sens, souvent entravée par la tragédie et surtout le malentendu. Et en conclusion, on va le dire, Shirin Bell est une œuvre intemporelle qui transcende le genre de l'animation pour enfants et se positionne comme un conte philosophique aux multiples niveaux de lecture. C'est une histoire sur la perte, la transformation et la recherche d'identité dans un monde impitoyable. Et en brisant toutes les conventions et en défiant les attentes, ce film de 78 continue de captiver jusqu'en 2024, quand même, et de provoquer la réflexion, rappelant aux spectateurs que les vérités les plus profondes et les plus dérangeantes ne sont pas toujours celles que l'on attend de prime abord. Imaginez un peu un film d'animation britannique mettant en scène de mignons petits lapins gambadant dans la campagne anglaise, entourés de collines verdoyantes, de fleurs printanières, d'oiseaux qui chantent, un cadre idyllique qui évoque, on va le dire, des souvenirs d'enfance, de douceur, de rêves innocents, d'odeurs un peu champêtres. Mais attendez, puisque maintenant je vais vous demander d'ajouter à cette belle image une dose de chaos, d'hurlements, de sang, de gore, d'entrailles, de meurtres, de scènes de lapins se battant pour leur vie face à une nature implacable, des prédateurs impitoyables et surtout d'autres lapins encore plus terrifiants. Et donc forcément, il ne me reste à partir de maintenant qu'à vous souhaiter la bienvenue dans Watership Down, un film d'animation sorti en 78, basé sur le roman éponyme de Richard Adams. En version française, ce film d'animation s'appelle La Folle Escapade. Et ce film, qui semble être, encore une fois à première vue, adapté
à toute la famille, pour les petits comme pour les plus grands, est en réalité un conte sombre, brutal et profondément symbolique. Ce film explore des thèmes de survie, de tyrannie, de sacrifice, tout en enveloppant le tout dans une violence des plus insoutenables, avec un lore extrêmement bien écrit, digne du Dune de Frank Herbert, et clairement, là il s'agit d'un film d'animation qui a marqué et qui marquera à jamais tous ceux qui le verront ou qui l'ont vu, qu'ils soient enfants ou adultes. Alors sans plus attendre, c'est parti, parlons un peu de ce chef-d'œuvre extrêmement sombre. Ce film est tristement célèbre dans la culture internet pour une raison simple, il s'agit de l'une des œuvres de fiction pour enfants les plus sombres et les plus gore jamais animées. Ce film d'animation nous raconte l'histoire de Noisette, notre protagoniste lapin, qui a un petit frère, également lapin évidemment, qui a récemment eu des espèces de cauchemars, des visions horribles, de la destruction totale de leur terrier, de leur garenne, par les humains. Cela dit, pas grand monde ne les croit. Wallah, tu mens, frère. Et Noisette n'a pas d'autre choix que de convaincre quelques amis à lui de se joindre à lui et à son frère et de se tirer, de quitter le terrier pour s'échapper et de trouver une nouvelle patrie, une nouvelle garenne, voilà. Bon, je ne vais pas perdre mon temps en conjecture, ce film est excellent, ça c'est une évidence, et le facteur choc repose principalement sur la capacité du film d'animation à nous faire comprendre à quel point le monde est terrifiant quand tu te balances au bout de la chaîne alimentaire, comme les lapins justement. C'est très simple, tout le monde veut tuer Noisette et ses potes, et bien souvent, c'est ce qui se passe. On parle des intempéries, des prédateurs, sans même parler des humains. Être un lapin, c'est clairement de la merde, et le film s'évertue à te le faire comprendre de la manière la plus gore possible. À cela, il faut ajouter le lore du monde des lapins qui est superbement distillé tout au long du film. On apprend par exemple que les lapins divinisent le soleil, ils ont aussi une entité qu'ils appellent le lapin de la mort, et qui est plus ou moins leur équivalent de la grande faucheuse, sans oublier Elarira, le lapin de la légende qui, d'après leur mythologie, serait la raison pour laquelle tout le monde veut les buter en fait, les lapins, car Elarira avait fait preuve d'arrogance. Et donc Hélios, donc le soleil, a décidé de faire des lapins des grosses victimes. Résultat, tous les animaux de la forêt, à part les lapins, veulent bouffer les lapins. Bon. Bref, c'est vraiment bien écrit, et l'univers des lapins de Watership Down est vraiment passionnant. Et en plus de tout cela, j'ai également apprécié la déconstruction de l'intrigue, entre guillemets, terre promise, que l'on voit souvent dans ces films du genre, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, ou même Dinosaure de Disney, ou même Fievel, avec les espèces de rats là. Où le but est en général d'atteindre une espèce de terre promise en fait. Dans Watership Down, Noisette et ses potes, au lieu d'atteindre la terre promise à la fin du film, ils l'atteignent à la moitié du film, et c'est là où effectivement ça commence à devenir intéressant, parce que après quelques jours de bonheur dans cette nouvelle garenne, dans cette nouvelle plaine, ils se rendent compte qu'ils sont toujours dans la merde, parce que ces imbéciles de lapins n'ont amené aucune lapine avec eux, ces idiots. Hey, where the bitches at? It's supposed to be titties, where the fucking titties and the bitches? Et ils passent le reste du film à aller chercher des halal. Ce qui est plutôt original, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Bon, maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, mais elle est où la scène choquante du film? Le problème, c'est que c'est difficile à dire parce que tout le film est ultra choquant. Ça, c'est une évidence. Voilà. Je dirais quand même qu'il y a deux scènes qui se détachent. La première, c'est le récit que fait un survivant du massacre de la Garenne du début du film. Je sais pas grand chose à dire, sauf que peut-être, si vous voyez cette séquence alors que vous avez moins de 10 ans, voilà. On pourra directement vous enlever le lit de votre chambre parce que vous allez pas dormir. La deuxième scène qui est vraiment marquante, c'est à la fin du film. Lorsque le général Le Borgne, doublé attention en VF par Christian Pelissier, c'est-à-dire la voix de Haddock, Capitaine Haddock de Tintin, et des Argoniens dans les Elder Scrolls, donc sonne la charge sur le terrier de Noisette. Je vous spoil direct, voilà, comme ça au moins ce sera fait. Le Borgne ne plaisante R. Et il massacre quasiment tout le monde. Dans un fleuve de sang lapin, c'est du grand n'importe quoi, mention spéciale à son duel à mort avec Big Wig. Ça m'a fait penser d'ailleurs au combat entre Lawler et Rory McDonald, enfin je veux dire, les mecs voulaient clairement en découdre. Et pour rester sur Le Borgne, ce que j'ai apprécié dans le traitement de ce personnage, c'est que, ok, c'est un enfoiré de tyran sans cœur et sans pitié, mais il ne manque pas de courage, et ça j'ai apprécié. Car quand Noisette attire un gros clébard sur le terrier pour repousser les envahisseurs, Le Borgne n'hésite pas un seul instant à aller sauter à la gorge du Kleps. Le mec c'est littéralement la version lapin de Makelele. Clébard ou pas, il s'en bat les couilles. Et ça nous change des méchants comme Freezer, qui se mettent à se pisser dessus dès que ça tourne chocolat pour eux. Je n'ai rien contre les gros méchants, pas beaux, sans qualité rédemptrice, mais au moins n'en faites pas des lâches. Vous l'aurez compris, Watership Down, c'est un film qui refuse de faire des concessions, et ce qui distingue cette œuvre des autres films d'animation, c'est son approche sans compromis. Les scènes de combat entre lapins, bien que stylisées, sont extrêmement brutales. Les blessures saignent, les morsures déchirent la chair, les personnages tombent un par un, souvent de manière brutale et inattendue.
Un exemple particulièrement marquant de cela est la séquence où les lapins découvrent que leur ancienne garenne a été détruite par les humains. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo. C'est la fameuse scène où les tunnels sont bloqués par les corps sans vie des autres lapins, et donc les lapins en dessous n'ont pas d'autre choix que de suffoquer sous terre, et cette scène est restée gravée dans l'esprit de quiconque qui a vu ce film. La musique et l'animation de ce moment combinent des images oniriques et cauchemardesques, et ça crée une expérience viscérale et profondément troublante. En fait, il faut savoir que ce film-là, vous l'aurez compris, quand même, a soulevé pas mal de controverses, notamment la controverse du U. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, le film a reçu un classement U. Ça veut dire qu'il est censé indiquer qu'il est adapté à tous les publics, y compris les enfants. Bon, vous l'aurez compris, cette décision a suscité une controverse énorme, car il est évident que Watership Down n'est pas un film pour enfants. Il y a des scènes de lapins mutilés, des combats sanglants, des morts cruelles qui défient toute logique derrière cette classification. Pourtant, ce malentendu a aussi contribué à l'aura de ce film. C'est une œuvre qui semble innocente au premier abord, mais qui se révèle être une exploration sombre et complexe des réalités de la vie. L'un des aspects les plus fascinants de Watership Down, c'est sa capacité à équilibrer des moments de tension extrême avec des touches d'humour noir et de légèreté occasionnelle. Par exemple, le personnage de Kiar, l'espèce de mouette qui assiste les lapins, est un exemple parfait de cette dichotomie. Son accent est caricatural et bon... Il est plutôt absurde comme personnage. Mais à côté de ça, il y a des personnages beaucoup plus vénères, comme bien évidemment le fameux Général Le Borgne, qui, bon, on va le dire, est un personnage qui a totalement sa place dans un récit aussi sombre que celui-là. Donc voilà, on voit effectivement des personnages beaucoup plus vénères, beaucoup plus graves et écrits de façon adulte. Et à côté de ça, on a quelques personnages qui sont beaucoup plus caricaturaux et qui offrent un répit bienvenu dans un récit extrêmement obscur. Et c'est un mélange de styles qui est, on va dire, des plus réfléchis, puisque ça rend le film profondément immersif. On ressent chaque victoire, chaque perte, et chaque moment de danger avec une intensité rare pour un film d'animation. Mais encore une fois, je le répète, malgré ses qualités artistiques et narratives indéniables, Watership Down n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas un dessin animé à mettre entre toutes les mains. Le rythme peut sembler lent pour ceux qui sont habitués aux films d'animation modernes, et les dialogues, bien que riches, peuvent parfois manquer un peu de l'énergie des œuvres plus commerciales comme les films Disney, pour ne pas les nommer. Cependant, pour ceux qui recherchent une expérience un peu plus réaliste et émotionnellement engageante, je pense que Watership Down, c'est juste une pépite. Le film n'édulcore rien, que ce soit dans ses thèmes, dans sa représentation graphique, et cela le distingue comme une œuvre unique dans l'histoire de l'animation. Et si vous n'avez jamais vu Watership Down, je vous encourage vivement à le découvrir dans sa version originale non censurée. Même des décennies après sa sortie, le film conserve une puissance émotionnelle et narrative absolument indéniable, soutenue par une animation intemporelle pour 78 et une bande-son des plus poignantes. Pour ceux qui hésitent à cause de la violence, il existe des versions un peu plus édulcorées qui atténuent certaines des scènes les plus intenses, bien que cela puisse diminuer l'impact de l'histoire. Mais comme je l'ai dit, pour ressentir pleinement la vision de Richard Adams, il vaut mieux plonger directement dans la version intégrale. Et en ce qui me concerne, je ne présenterai pas ce film d'animation à un enfant de moins de 12-13 ans, je dirais. En dessous de 12-13 ans, je trouve que c'est vraiment... Ce serait irresponsable de montrer ça, je trouve que c'est un film quand même qui est très dur. Donc voilà, en dessous de 12-13 ans, je pense que c'est pas possible. Mais à partir de 14-15 ans, je pense que c'est bien. Voilà, je pense que c'est pas mal. En fin de compte, Watership Down, je le dis, est plus qu'un film d'animation, c'est une œuvre d'art qui explore les complexités de la nature, de la société et de la survie. C'est une histoire qui reste avec vous longtemps après que les crédits ont défilé, et si on est prêt à affronter les moments les plus sombres qu'elle propose, alors cette œuvre pourrait bien devenir l'une des expériences cinématographiques les plus marquantes de votre vie. Oui, je le dis, j'ai pas honte. Donc voilà. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne, et si vous voulez effectivement, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi effectivement faire un petit don via PayPal afin de soutenir financièrement la chaîne car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube. Bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à la prochaine.